Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 3 février. Au sommaire aujourd'hui, le petit journal dédié aux élections communales. En plateau, la journaliste Caroline Guébard du journal La Côte. Le Covid aura-t-il raison de toutes les thématiques durant cette campagne? On en parle en plateau. En sport, toujours sur les traces d'Alan Roura, Alexandre Caporal prend des nouvelles du skipper genevois qui devrait probablement arriver d'ici quelques jours. Enfin, en culture, on chante avec Maria de la Paz, l'artiste nyonnaise à la voix envoûtante qui nous transporte. Et j'avoue qu'en cette période, place au petit journal dédié aux élections communales. Le Covid aura-t-il raison de toutes les thématiques de la campagne? On en parle avec vous, Caroline Guébard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal La Côte. Rodolphe Henner, bonjour. Bonjour. Merci d'être là encore et toujours. Alors Caroline, est-ce que le Covid va reléguer les autres thématiques en marge? Alors les grandes thématiques attendues, c'est évidemment la question du climat et celle des femmes. Alors sur le terrain, on remarque que ces sujets sont très présents, les programmes sont très verts et puis les partis ont fait de gros efforts pour équilibrer leur liste. La question, c'est de savoir quelle résonance ça va avoir auprès des électeurs, puisque ces électeurs sont aux prises avec des considérations très actuelles, très immédiates, liées évidemment à la pandémie et à tous ses effets collatéraux. Donc on leur demande aujourd'hui de se projeter sur 5 ans et puis de choisir celles et ceux qui vont présider à leur destinée durant ces prochaines années. Alors, quelle va être leur réaction? Est-ce qu'ils vont être perméables à ces thématiques? Est-ce qu'ils vont simplement aller voter ou simplement bouder un scrutin par lassitude de la politique? Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, notre quotidien, il est essentiellement dicté par des décisions qui sont prises aux échelons fédéral et cantonal. Et aujourd'hui, on doit choisir des élus communaux. Alors voilà, est-ce que les gens vont utiliser ce scrutin pour exprimer aussi une grogne qu'ils ont vis-à-vis de toutes les décisions actuelles? Il faudra voir, ça reste encore très ouvert à ce stade. Rodolphe Henner, à qui profite ce crime? Oh, le crime, je ne sais pas, mais il est vrai qu'il y a une double temporalité, c'est-à-dire qu'on est dans une période de crise sanitaire. Nos préoccupations essentielles aujourd'hui sont de savoir comment l'économie va s'en sortir, comment est-ce que la normalité va nous être permise prochainement, je l'espère. Donc il y a cette thématique, comment aider les commerçants, comment soutenir l'économie, comment aider les individus. Mais ceci va s'arrêter, du moins on l'espère, et derrière ça, on demande aux candidats aux municipalités d'avoir un programme sur 5 ans. Donc c'est important de prendre en compte ce qui se passe maintenant, mais c'est aussi important, comme disait Caroline, de se projeter sur les 5 prochaines années, puisque l'enjeu des élections, il est bien là. Des préoccupations qui sont au cœur des discussions, tant à gauche qu'à droite, finalement, on a l'impression, Caroline. Oui, effectivement, cette pandémie, en fait, elle met en lumière les clivages classiques gauche-droite que l'on connaît. Par exemple, la question de l'aide à apporter, elle ne fait pas l'ombre d'un pli d'un bout à l'autre de l'échiquier politique où on est d'accord sur le fait qu'il faut apporter un soutien. La question, c'est de savoir quelle forme doit prendre ce soutien. On a vu, par exemple, la Morge qui a eu une grosse discussion sur la question du taux d'imposition. Il y avait 700 000 francs en jeu, puisqu'on parlait d'une hausse d'1 point d'impôt. Pour la droite, ces 700 000 francs, ils étaient mieux dans la poche du citoyen et du commerçant pour absorber le choc de la pandémie, alors que pour la gauche, on plaidait pour cette hausse d'impôts en estimant qu'il fallait assurer un État fort à même d'assumer des prestations qui risquent d'aller grandissant. Ouais, la droite qui s'intéresse à ces questions sociales, ça peut paraître pourtant surprenant, Rodolphe. Bon, c'est vrai que de base, c'est vrai qu'on a entendu la gauche qui dit « Voyez, c'est le coronavirus, grâce à notre politique de soutien, de subvention, on peut venir en aide à peu près tout le monde. Il faut un État fort, il faut qu'on soit présent. » C'est vrai, il faut bien l'avouer, c'est quand même la gauche qui pousse ces programmes. Maintenant, retirer cette intention à la droite sera absolument idiot. La droite a évidemment aussi envie de soutenir le commerce local, de soutenir les individus, ne serait-ce que parce que s'il y a de la casse, derrière, ça coûtera. Forcément, aujourd'hui, dans votre pratique quotidienne de journaliste, Caroline Guébard, est-ce que vous aussi, vous mettez l'accent sur la crise? Alors, on n'a pas attendu cette campagne pour parler de la crise et de ses conséquences. Ça fait des mois que cette question s'est invitée dans les débats au sein des conseils communaux. Thématiser vraiment sur cette crise, c'est compliqué pour tout le monde parce qu'on est encore en plein dedans, on est en plein semi-confinement. Ce qui nous intéresse et qui est plus facile à aborder, c'est la question justement de comment faire campagne en ces temps de pandémie, puisque les partis sont privés
de la plupart de leurs ressources habituelles, les possibilités de rassemblement et de rencontrer la population sont limitées. Donc là, ils n'ont pas d'autre choix que de se réinventer et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on regarde de près. Et puis, il faudra voir si au bout, effectivement, ils ont réussi à se faire entendre auprès de la population et à mobiliser cette population pour l'amener aux urnes. Ouais, en bref, le Covid, on en parle même si on aimerait éviter cette thématique et pourtant, ça a aussi des conséquences dans notre manière de travailler, Rodolphe. Bah oui, nous, par exemple, ici à NRTV, en partenariat avec La Côte, d'ailleurs, on organise beaucoup de débats. On aurait pu dire, dans chaque débat, la première question concerne le Covid, on aurait pu donner une importance démesurée, démesurée peut-être pas, une grande importance à ce Covid. Non, il s'agit de respecter le programme des partis, des problématiques des villes. Donc nous, dans nos débats, on interroge les gens sur le commerce, sur la mobilité, sur les finances, sur les relations extérieures, bref, sur tout ce qui fait la vie locale. Tout ce qui fait le quotidien. Un petit mot encore sur les femmes en politique. Le 7 février 1971, les électeurs acceptent le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes. 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, la question de la femme et de l'égalité, elle est très présente. On sort d'une législature marquée par la grève des femmes. Pourtant, dans les candidats aux exécutifs, sur la côte en particulier, on voit qu'elles sont assez peu présentes. On parle à peu près de 30% de femmes pour 70% d'hommes. Et c'est une thématique qui nous intéresse avec la rédaction de la côte. On a souhaité mettre en lumière ce sujet et aller à la rencontre de femmes, mamans, qui très jeunes ont embrassé une brillante carrière politique. Et tout ça se déclinera sous la forme d'une galerie de portraits à apparaître d'ici une dizaine de jours. Rodolphe, je crois que vous avez quelques chiffres. Oui, alors moi j'ai demandé à la préfecture, j'ai demandé combien de femmes étaient en poste dans les exécutifs des 47 communes du district de Nyon. On est à peu près de 23 à 25%, donc un quart de femmes pour trois quarts d'hommes. C'est encore pas beaucoup. Voilà, il faut encourager les femmes à continuer. Mais bon, comme vous le dites, Caroline, il y a des problématiques concrètes, familiales à gérer. Enfin, j'aimerais juste souligner une liste à Bogy-Bosset, une liste alternative à l'entente communale, une liste de 2 femmes, une liste qui s'appelle Défi pour Bogy-Bosset. C'est un jeu de mots. Défi pour Bogy-Bosset, vous aurez compris, il s'agit de filles. Ouais, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Caroline Guébard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Rodolphe, on vous retrouve demain sur ce plateau. Oui, demain, on va accueillir 2 candidats pour la municipalité de Communy. Et puis enfin, on enregistre jeudi, on diffuse vendredi le grand débat sur Rolle. Très belle journée à vous deux. Merci. Merci. On poursuit notre série spéciale Vendée Globe sur NRTV, la suivi de l'avancée du skipper genevois Alan Roura. Même si une bonne dizaine de navigateurs sont déjà arrivés, Alan, lui, est toujours en mer et poursuit la course actuellement à la 18e place du classement et a dépassé les Canaries au large du Maroc. Pour faire un point sur la situation, j'accueille en duplex Aurélia Moureau, qui est l'épouse d'Alan Roura, mais aussi sa partenaire puisqu'elle est sa responsable communication, et Cyril Cornu, directeur de La Fabrique, sponsor officiel d'Alan Roura et de son voilier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous avoir. Cyril, j'avais une première question à vous poser avant de parler avec vous, Aurélia. Mais je me tourne vers vous, Cyril. Est-ce que ça a du sens en fait de parler encore de compétition justement à ce stade-là? Ça dépend de quel côté on veut se placer, mais je pense que pour avoir encore échangé avec Alan ce matin, oui, ça a du sens parce que lui, il veut encore réussir à battre les quelques voiliers avec qui il se bat actuellement. Il veut arriver devant et je crois que ça, c'est très très important pour un marin, pour une équipe, pour le sponsor qu'on est, d'avoir quelqu'un qui se bat jusqu'au bout et qui n'abandonne pas malgré toutes les péripéties qu'il a pu subir ces dernières semaines. Donc le classement, c'est une chose, le fait de se battre pour arriver le plus vite possible et devant les autres, c'en est une autre, et pour nous, c'est très très important. Alors je rappelle que Alan Roura est en mer depuis 88 jours maintenant et puis qu'il devrait arriver apparemment entre le 9 et le 10 février sur les sables d'Olonne. Ce sont ses prévisions. Aurélia, vous qui partagez votre vie avec Alan depuis 2013 et puis qui travaillez également avec lui au quotidien, comment vous vivez ce deuxième Vendée Globe? Est-ce que vous regardez justement l'avancée d'Alan pratiquement minute par minute? Comment ça se passe? Alors effectivement, mon suivi est complètement différent de celui d'il y a 4 ans.
notamment suite à l'arrivée de notre petite fille qui me laisse beaucoup moins de temps. C'est vrai que je me suis un peu fait surprendre. Je ne pensais pas que je suivrais sa course de façon si distante. Après, on est évidemment en contact quotidien. On a eu un positionnement du bateau beaucoup plus régulier que celui de la cartographie officielle. Mais à titre d'exemple, cette cartographie-là, je ne l'ai jamais regardée depuis le début. J'ai la position d'Alan toutes les 4 heures comme tout le monde. Et voilà, après c'est vrai que cette possibilité d'être en lien avec lui via une messagerie instantanée, ça change beaucoup de choses aussi, et ça me permet de le suivre lui en direct plutôt que la course en général, quoi. Et au niveau justement des inquiétudes, on peut se poser la question comment une compagne de navigateur fait pour vivre justement de votre côté une telle épopée. En fait, ça fait 3 mois et quelques qu'il est en mer. Comment vous le vivez? Et puis notamment avec l'arrivée aussi de votre petite fille, comment Alan le vit, ça aussi? Le fait d'être devenu parent, ça change pas mal de choses. Le départ d'Alan a été particulièrement difficile émotionnellement, surtout pour lui. C'était difficile de s'y préparer et je pense que ça a été difficile à gérer pour lui. L'absence, en plus là, il est parti plus longtemps que ce qu'il pensait. Donc chaque jour en plus passé en mer est difficile à avaler. Mais au niveau des risques, moi j'ai toujours dit que je lui faisais confiance. C'est sûr que j'ai d'autant plus envie qu'il rentre pour que sa fille le connaisse, mais la personne qui a le plus envie de rentrer, au final ça reste lui. Donc je l'ai connu dans ce contexte-là, je savais dans quoi je m'embarquais, et je lui fais confiance, et si c'était pas le cas, je pense que ce serait effectivement invivable. Alors il y a le manque et l'absence justement des proches et du coup de sa petite fille pour Alan Roura. Et il y a eu les pépins aussi au mois de décembre, les pépins techniques dont on a déjà parlé. Mais il semble que Alan retrouve petit à petit le moral en ce moment. En tout cas, je vous propose de regarder quelques images. Ce sont les dernières images qu'a envoyées Alan depuis son bateau. Sur la route des Alizés, oh là là, qu'est-ce qu'on est couché, et qu'est-ce qu'on s'est chahuté, ohé, ohé, ta-da. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour le moment, mais au moins on avance, pas trop mal. Donc Aurélia, le moral semble être un petit peu de retour, si ce n'est que Alan, sur son carnet de bord, a quand même spécifié que la course n'était pas terminée. Il reste donc une petite dizaine de jours. Il y a encore des imprévus, hein. Selon lui, il a même dit « ça va être punk ». Pourquoi il dit ça ? Ça va être punk parce qu'il y a encore quelques petites dépressions qui vont les cueillir là, dans les derniers jours de course. Donc c'est tant mieux parce que Alan a un bateau qui aime le gros temps, mais en même temps avec ses soucis de quilles, ses performances sont vraiment diminuées. Et il y a toujours cet aspect sécuritaire où il y a toujours le risque que le problème s'aggrave, et s'il était amené à perdre sa quille au milieu de l'Atlantique Nord, ce serait vraiment pas drôle. Ça implique un gros risque de chavirage. Donc voilà, faut vraiment pas oublier qu'il est constamment un peu la pédale sur le frein, avec toujours ce tiraillement du fait de naviguer au contact avec d'autres bateaux et d'avoir envie de finir devant, mais avec ce boulet à la patte, entre guillemets. Donc c'est pas simple pour lui. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'il navigue dans ces conditions-là. Moralement, ça a été très compliqué puisque c'était la première fois aussi qu'il partait en se mettant une réelle pression sportive. Mais il y a du mieux. Je trouve qu'effectivement, il s'est libéré de quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et on retrouve effectivement le Alan qu'on connaît. Et c'est ultra positif parce que, encore une fois, à 27 ans, il fait preuve d'une abnégation assez incroyable. Ça lui permet effectivement aussi d'identifier ses actes de progression, et c'est ça le plus important. Ce sera le bilan de ce Vendée Globe-là. Et je pense que le bonheur retrouvé d'être en mer qui le caractérise tant, ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais. Cyril Cornu, vous aussi, vous êtes impatient. J'imagine que Alan pose pied à terre. Qu'est-ce que vous préparez à l'arrivée du bateau ?
Alors malheureusement, on ne peut pas prévoir grand-chose. On aurait bien voulu faire une grosse fête, on aurait bien voulu accueillir énormément de monde et prévoir beaucoup d'animations sur place. Ce sera malheureusement impossible. On est déjà bien heureux, nous, de pouvoir nous y rendre. On sera une petite vingtaine de personnes à y accueillir. C'est un peu triste, une arrivée de Vendée Globe qui se passe pas devant des milliers de personnes. C'est pas une arrivée de Vendée Globe dont on peut rêver. Mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Il faut se rendre à l'évidence. Ça sera pas la fête qu'on aurait tous espéré. On est sur la dernière ligne droite, Cyril. On va dire le plus dur est peut-être derrière Alan et puis derrière vous. Est-ce que vous êtes content justement globalement de ce partenariat entre la fabrique et Alan Roura et puis des performances malgré justement, on en a parlé, des complications techniques qui du coup se répercutent sur le classement aujourd'hui? Je crois que quand on part comme partenaire d'un marin qui s'apprête à faire le Vendée Globe, on ne peut pas partir de l'idée qu'il n'y aura pas de problème. C'est la première des choses. On ne peut pas se dire tout ira bien et puis si tout ne va pas bien, ce sera de la faute à un tel ou un tel. Donc nous, on était tout à fait prêts à ce qu'il y ait des soucis. On était prêts à accepter que les performances sportives soient un petit peu en deçà de ce qu'on aurait espéré. Quoi qu'il en soit, on a quand même été partenaire d'un marin qui a fait 2 Vendée Globe. On a connu des choses exceptionnelles, on a eu des succès exceptionnels, on a eu des échecs, il y a eu des échecs, mais je crois que l'échec, ça fait partie de toute aventure. Et le bilan, il est uniquement positif. Après, c'est presque 5 ans de partenariat. Aurélia, une dernière question pour vous. Vous me disiez hors caméra que pour vous, aujourd'hui, le plus important, et surtout le plus important pour Alan, ce serait qu'il pose le pied à terre avec le sourire. Oui, je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que c'est ce qui va se passer. Alan est vraiment l'incarnation de la fraîcheur et de la joie. Ouais, il va y avoir de la déception, c'est sûr, parce qu'il partait pas pour faire ce Vendée Globe-là. Mais je pense que n'importe quel marin qui franchit la ligne d'arrivée du Vendée Globe, il sourit. Enfin, c'est vraiment, quand on dit que c'est une victoire en soi de le terminer, c'est un tour du monde en solitaire, c'est 3 mois de mer avec son lot de péripéties, comme le disait Cyril. Et ouais, c'est au-delà d'une course, c'est une aventure extraordinaire. Donc d'arriver au bout de cette aventure pour la 2e fois à son âge, je pense qu'il y a de quoi sourire. Donc je m'inquiète pas là-dessus, mais oui, j'ai presque envie de rassurer les gens qui ont pu avoir un petit sentiment de frustration de voir le Alan si jovial qui connaissait être de temps en temps un petit peu moins joyeux, mais pour l'arrivée, je m'inquiète pas. Je sais que ça va être un grand moment de joie. Bon, c'est tout le mal qu'on souhaite à Alan Roura et puis tout le mal aussi qu'on vous souhaite à vous de retrouver Alan rapidement et puis justement qu'il n'ait pas de complications sur la dernière ligne droite comme on l'a dit. Merci infiniment Aurélia Moureau d'avoir été avec nous et merci à vous également Cyril Cornu d'avoir été sur ce plateau d'NRTV donc en duplex. À très bientôt et puis on se revoit je pense à l'arrivée. Merci beaucoup. Bientôt. Merci, à bientôt. Une voix qui nous transporte, c'est celle de Maria de la Paz. Vous serez certainement d'accord avec moi, une voix magique et envoûtante. Maria, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors permettez-moi de commencer comme ça. Comment ça va pendant toute cette période? Bon, ça va. On a des hauts et des bas, mais on s'accroche. Vous vous accrochez, plusieurs projets, plusieurs spectacles que vous avez dû annuler, repousser. Comment est-ce que vous vivez tout ça artistiquement? C'est très étrange. C'est très étrange, surtout la sensation des fois, pas comprendre pourquoi, à ce point. Mais voilà, ça, c'est des discussions très... Mais c'est difficile à sentir la retenue d'un tel besoin, de partage, non? Parce que c'est ça notre moteur, c'est ça notre nourriture de l'âme, non? Et puis ça... Mais
on n'arrête pas. Et ça, c'est beau de voir que les gens, ils sont quand même encore en contact, ils créent des choses. Moi, j'écris des chansons jusque ça ne m'arrivait pas depuis très longtemps. Donc c'est plutôt bénéfique pour vous cette période. Ça vous a donné envie d'écrire sur quoi? Oui, mais il ne faut pas trop s'enthousiasmer. C'est ça. Non, dans le sens qu'évidemment, on cherche les manières de ne pas plomber, mais ce n'est pas facile des fois. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une famille, parce qu'on habite dans une maison de la famille, et on est privilégié. Et puis, voilà, j'ai un chemin fait que, heureusement, ça fait que les projets se suivent, heureusement. Alors, on va en parler d'ici quelques instants, mais ça m'intéresse de savoir de quoi est-ce que vous avez eu envie de parler dans vos chansons. Alors là, l'occurrence, c'est une chanson pour mon père, parce qu'il va avoir 90 ans, vendredi. Et du coup, je suis en train de finir une belle idée qui me touche énormément. Mon père, il est en Argentine, hein, et c'est cette relation à distance, des fois très proche, des fois loin, mais toujours ensemble. Non? Je parle de ça, et je parle de son engagement dans la vie, et tout ce qu'il a créé dans sa vie, 7 enfants uniques. Je parle de beaucoup de choses comme ça, et c'est quelque chose qui me réchauffe, et que je sais qu'il a besoin de se réchauffer aussi, parce que pour lui, en Argentine, pour eux, mes parents, c'était pas évident du tout non plus. Voilà, on vit vraiment des moments très étranges. Mais voilà, je sens cette gratitude d'avoir la marge de l'espoir, et puis de m'y prendre différemment, mais m'y prendre quand même. Pour pouvoir rester sur scène et justement en musique avec plusieurs projets, un projet d'album comme Dos Extraños avec Roger et Lou. Alors vous nous direz un mot d'ici quelques instants, mais je vous propose qu'on écoute un petit extrait. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a ti la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Sur le cœur, une chanson toujours très viscérale, on ressent vos émotions, c'est un peu votre patte à vous. Mais est-ce que ça a changé votre manière de travailler finalement? Oui, bien sûr, parce qu'on a... Bon, là, en l'occurrence, je suis avec un rythme... parce que je suis dans une autre création avec des autres personnes. Mais quand on n'a pas ces rythmes, ça, pour moi, c'est très compliqué. Surtout qu'à la maison, on a les enfants, on a 3 enfants. Et pour moi, en tout cas, pour mon mari, c'est plus simple de se faire des espaces. Mais pour moi, un peu moins. Du coup, je me fais un peu avoir par ce qu'il faut faire, sortir les enfants, sortir le chien, et être avec eux. Parce qu'en même temps, c'est vrai que aussi... Ça, je peux aussi, après, avec le recul, je me dis que c'était aussi intéressant d'avoir des autres à notre rythme. Un quotidien un peu différent, que vous arrivez pourtant à rythmer avec tous ces projets différents que vous avez. Alors, on vous avez reçu sur le plateau, Maria Cantalasa, un projet que vous avez pu quand même porter sur scène quelques jours, et puis ça a été annulé. Par contre, Les Clochards Célestes au Casino Théâtre de Rolles, là, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pourrez le jouer, ce spectacle? Alors, heureusement, oui, on a pu reporter. En tout cas, tous mes projets, pour l'instant, ils sont reportés, ils ne sont pas annulés. Chose que je remercie la vie. Et ça serait, Les Clochards Célestes, c'est dans la période avril-juin. En fait, il y a justement Rolles, le théâtre de Rolles, Jorat, Yverdon, les Il va tourner un petit peu dans toute la Suisse, et pourtant vous avez choisi de ne pas le diffuser en streaming. En tout cas, la question n'a pas été posée jusqu'à l'instant. C'est un projet qui vous tente pas trop? Non. Sincèrement, j'ai vécu ça une fois et j'étais... Non, je me suis sentie un peu vide, en fait, après. Et pas très sincère, dans le sens que je me reconnais que je peux faire plein d'efforts,
Si c'est pour une vidéo que je sais que ça va être un clip ou un concept comme ça, je le fais. D'ailleurs, pour les Chandoles qui m'ont invité à faire une chanson. Et là, voilà, on a fait même plusieurs fois la chanson. Ça, c'est une autre démarche. Et je sais que ça va être comme ça. Mais de croire que pendant que je fais un concert où il se passe plein de choses émotionnellement, mais il se passe plein de choses parce que les gens sont là. C'est pas comme une répète. Et puis, d'inventer cette sensation, moi, en tout cas, c'est très personnel, mais moi, j'arrive pas. Et en parlant autour de moi, c'est vrai que des fois, les gens, ils me disent, on a besoin de au moins ça, mais en même temps, ils se disent, ça peut pas remplacer. Ouais. Ça peut pas remplacer le live. Et les gens ont besoin du live, et des émotions, de l'échange d'adrénaline, de la transpiration, d'une atmosphère active. Que le théâtre puisse vivre et retourner sur scène, effectivement. Oh mon Dieu. Maria Della Paz, on ressent toutes ces émotions avec vous et on se réjouit de vous retrouver tout prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci. Demain, et à la place de la quotidienne, vous retrouverez Rodolphe Henner pour un débat qui donnera la parole à la commune de Communy. Quant à nous, on se retrouve en fin de semaine pour un débat concernant Roll. Très belle soirée, bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.